Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en semaine, mais également le week-end, car l'information, c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Au sommaire de ce premier JT du printemps, le soliste Xavier Demestre sera à l'honneur dans un documentaire diffusé sur Arte dimanche. L'ancien artiste en résidence à l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sera avec nous ce soir pour vous en dire plus sur ce programme. Il a incarné Monaco face au Covid-19 pendant 47 émissions sur Monaco Info. Yann Anthony Noguès se remémora pour vous cette période particulière durant laquelle nous avons continué de vous informer. Et cette année aura été pour certains synonyme d'heureux événements comme des naissances et des mariages. Témoignages dans cette édition. Mais avant cela, rejoignons Frédéric Hélion pour l'actualité en principauté. Bonsoir Frédéric. Comme chaque vendredi, le gouvernement princier a fait un point sur la vaccination mise en place à Monaco. Bonsoir Émilie, selon les chiffres arrêtés au jeudi 18 mars inclus, 9 750 personnes ont déjà été vaccinées en principauté, soit 25,66% de la population. 8 331 personnes ont reçu l'injection du rappel, soit 85,45% des personnes vaccinées. Et on ne le rappellera jamais assez, le virus circule toujours, d'où l'importance de respecter les gestes barrières, dont le port du masque, Frédéric. Le secrétaire général de la Croix-Rouge monégasque Frédéric Platini et Didier Gamerdinger, le ministre des Affaires sociales et de la Santé, ont annoncé cette semaine un partenariat qui consiste à la distribution de masques offerts par la Croix-Rouge monégasque. Issus d'un généreux donateur, près de 100 000 masques chirurgicaux ont déjà été distribués au centre de vaccination Covid-19 au Grimaldi Forum, au Centre national de dépistage à l'espace Léo Ferré, ainsi qu'à diverses associations de la Principauté. Et on termine par cette bonne nouvelle pour les amateurs de danse. Les ballets de Monte-Carlo remontent sur la scène du Grimaldi Forum et poursuivent leur série de spectacles consacrés à Jean-Christophe Maillot du 16 avril au 3 mai pour la saison de printemps. 3 ballets narratifs grand format seront au programme. Coppelia les 16, 17 et 18 avril à 14 h. Lac avec 4 dates du 23 au 26 avril, toujours à 14 h. Et enfin, Le Songe, les 1er, 2 et 3 mai, à la même heure. Merci Frédéric. Il est considéré comme l'un des meilleurs harpistes de sa génération. Xavier Demestre a été nommé artiste en résidence à l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo lors de la saison 2017-2018. Ce dimanche, il est à l'honneur dans un documentaire diffusé sur Arte. Il est avec nous ce soir pour en parler. Bonsoir Xavier Demestre. Bonsoir. Qu'allons-nous pouvoir découvrir dans ce documentaire? Votre parcours, votre personnalité, votre passion pour la harpe? Exactement, donc c'est un documentaire autour de moi et de la harpe. C'est un format qui est assez important puisque c'est un film de 45 minutes qui mélange des images d'un concert que j'ai donné dans le nord de l'Allemagne avec le Mahler Chamber Orchestra en juillet dernier, avec des interviews que j'ai réalisées ici à Monaco et tout un passage où on présente la plus grande fabrique de harpe en Europe qui est à Piasco, au Piémont, pas très loin d'ici. Voilà, vous allez également nous dévoiler les secrets de fabrication de cet instrument si particulier. Exactement, oui, c'est un instrument qu'on considère comme l'un des plus anciens au monde, si on prend le principe de cordes tendues sur un arc. Mais la harpe telle qu'on la connaît actuellement, avec ses 47 cordes et ses 7 pédales, a été développée à la fin du XVIIIe siècle. Et c'est seulement au XIXe qu'elle a vraiment acquis ses lettres de noblesse en tant qu'instrument à part entière. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cet instrument ? Alors c'était une palette sonore qui est assez unique. Je pense que la harpe a un champ de couleurs absolument unique. Évidemment, on connaît les couleurs diaphanes, tout ce qui est un petit peu céleste, mais elle peut aussi être très puissante, très pleine d'énergie, de rythme. Et donc mon but, en fait, quand je joue, c'est de recréer toutes les couleurs de l'orchestre symphonique. Et il n'y a pas de limite dans le répertoire de la harpe? Elle peut jouer tous les styles de musique? Alors, elle peut jouer tous les styles. On peut aller vraiment du baroque jusqu'à la heavy metal. Mais alors, évidemment, quand on joue des musiques plus contemporaines, on va peut-être être sonorisé.
puisque bon, la harpe a un volume sonore bien supérieur à ce qu'on pense habituellement, mais évidemment, ce n'est pas un piano de concert. Donc il faut faire attention au niveau de l'équilibre quand on joue en soliste avec orchestre, que je fais régulièrement, que l'orchestre soit attentif, et au besoin dans le répertoire où il y a une orchestration plus lourde, on va avoir une très légère amplification pour compenser le volume sonore. Donc vous venez de le dire, vous êtes soliste international maintenant. Votre parcours est assez impressionnant. Vous avez notamment été le premier musicien français à intégrer le prestigieux Orchestre Philharmonique de Vienne. Et puis vous avez été nommé artiste en résidence à l'OPMC. Quels souvenirs en gardez-vous? Alors évidemment, c'est assez unique en tant que concertiste où on fait la valise toutes les semaines et on va en fait de ville en ville. On a une vie un peu nomade, de pouvoir jouer à domicile. C'est effectivement quelque chose de très spécial. Et ça m'a permis aussi de dévoiler toutes les facettes de l'instrument, puisque j'avais pu jouer 2 fois avec l'orchestre, une fois avec un programme de récital et une fois en musique de chambre avec les musiciens de l'orchestre. C'est un format que j'affectionne particulièrement parce que ça permet de développer comme ça une certaine fidélité avec le public et puis de les accompagner comme ça à la découverte de mon instrument. Et puis on le précise, Monaco a une place importante dans votre cœur puisque vous êtes résident monégasque. Quel regard justement vous portez sur Monaco et sa relation avec la culture? Moi, je suis né au bord de la Méditerranée, donc quand j'ai quitté l'Orchestre Philharmonique de Vienne, je voulais revenir au bord de cette mer unique. Et j'ai aussi toujours apprécié Monaco, havre pour les artistes depuis toujours. Et à l'heure actuelle, je pense qu'il faut tirer un grand coup de chapeau puisque c'est un des rares pays qui continue à avoir une vie culturelle malgré le contexte sanitaire et qui met la culture sur le même plan que les commerces, ce qui n'est pas le cas des pays voisins. Et donc je suis particulièrement heureux et fier en fait d'habiter à Monaco en ce moment. Et vous arrivez à vous produire bien que la majorité des salles soient fermées ou à garder le contact avec le public? Alors c'est très compliqué, c'est vrai que là tous mes concerts ont été annulés quasiment les 6 derniers mois. J'ai pu aller en Russie, en Islande, en Autriche, mais c'est à peu près tout. Et toutes les tournées que j'avais prévues là en Asie sont annulées parce qu'on ne peut pas voyager. Ça fait 1 an que la situation est vraiment très très compliquée. Et malheureusement, les annulations continuent pour les mois à venir puisqu'on n'a aucune visibilité et que tant qu'on ne pourra pas remplir les salles, ça va être compliqué pour tous les promoteurs privés de continuer de travailler. Donc la situation reste très complexe, oui. Patience donc, et en attendant, on pourra vous retrouver ce dimanche sur Arte à 18h55. Merci beaucoup Xavier Demestre d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous, c'était un plaisir. Depuis le début de la semaine, nous revenons sur la crise sanitaire qui a frappé le monde entier. 12 mois après, cette année aura été pour certains synonyme d'heureux événements comme des naissances et des mariages. La preuve dans ce reportage signé Sandrine Nègre et Christine Datomel. La toute jeune Aliane n'en a pas encore conscience. Elle l'apprendra certainement dans quelques années. Elle est née en 2020, année marquée par l'arrivée de la Covid-19 dans nos vies. C'était aussi dur parce que entre les masques, pendant que je suis dans la salle d'accouchement, je reste avec le masque pour ne pas laver. Mais sinon, voilà, regardez. Toutes les difficultés que j'ai vécues l'année dernière, mais c'était tout effacé. C'est vrai que c'est un moment inoubliable, plus que ça, parce qu'avec les pandémies, ce n'est pas aussi facile. Hein. Et c'est ça, voilà, les merveilles. Un accouchement qui a aussi été placé sous le signe de l'humour avec cette anecdote. Du coup, on reprend le bébé pour l'habiller. Et là, ma soeur a dit d'ailleurs, t'as donné les habits? Je fais oui, t'inquiète, on a pris en charge les habits, c'est bon, on a pris dans ta valise. Hein, dans ma valise. Et j'ai dit, bah oui, t'avais une valise là tout à l'heure. Et elle me dit, non, mais ils étaient dans ma chambre sur le lit. Et j'ai fait, alors ça veut dire que la valise qu'on a prise, c'était pas la tienne? Bah non. Et j'ai dit, oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Et sur la liste des événements heureux figurent aussi les mariages. La mairie de Monaco avait d'ailleurs publié les chiffres officiels. Il y en a eu 174 précisément en 2020. Le nombre de personnes dans la salle des mariages était limité à 15 personnes. On voulait absolument se marier. C'est l'homme de ma vie en fait, hein, donc je voulais absolument en profiter, lui aussi.
et puis aussi pour nos familles qui nous ont énormément aidés dans l'organisation. On avait envie que cette année 2020 soit également une année de bonheur et qu'il y ait quelque chose de bon à retenir. On devait vraiment faire une grande fête. Et puis finalement, ça s'est terminé dans un petit restaurant. On avait le droit encore à cette époque, un petit restaurant, être en comité, sans trop de masques, etc. C'est vrai. La grande fête en question et la cérémonie à l'église ont été reportées et devraient avoir lieu en septembre 2021 en fonction de la situation sanitaire. On souhaite bien sûr tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés. Et dès le début de l'épidémie, Monaco Info s'est mobilisé pour que vous soyez les premiers informés sur l'actualité en principauté en pleine crise sanitaire. Le 18 mars 2020, nous bousculions notre grille de programme pour lancer Monaco face au Covid-19, une émission incarnée par Yann-Anthony Noguès qui débutait chaque numéro par cette même phrase « Moins il y en aura, mieux ce sera ». Bonsoir Yann-Anthony. Bonsoir Émilie Rousseau. Vous avez été un rendez-vous quotidien pour les téléspectateurs de Monaco Info qui vous retrouvez chaque soir sur notre antenne dans une nouvelle formule de JT où le numérique a été un grand soutien. Vous l'aviez dit d'ailleurs, lutter contre la Covid-19 ne doit pas nous empêcher de faire circuler l'information. Effectivement, en fait, dans le cadre d'une discussion avec Geneviève Berthy, la directrice de la communication, eh bien, on a imaginé ce nouveau format pour Monaco Info, donc basé sur des Skype ou du Zoom, mais pour permettre de garder un lien avec la communauté monégasque, parce que eh bien, les gens ici à Monaco se retrouvaient enfermés chez eux, il fallait qu'ils puissent savoir ce qui se passait dans la vie du pays, il fallait pouvoir interroger les responsables publics, les acteurs sur le terrain et puis aussi donner la parole aux gens chez eux, ce qui fait que grâce au réseau Malizia sur Facebook, on a pu voir des enfants chanter et voir les activités des gens. Ça a été une aventure collective assez fantastique. 47 émissions ont été réalisées, c'est plus de 100 invités, 100 témoins de cette crise reçue sur notre antenne. Et quels sont les moments forts que vous gardez en tête? Il y en a beaucoup, ça a été une vraie aventure quand même à Monaco Info et j'ai pu vivre au sein de votre équipe et donc pendant 47 jours ça a été fantastique. Je ne savais pas qu'on avait eu 100 invités effectivement. Parmi celles qui me marquent, évidemment le fait de pouvoir parler avec le souverain quand il était en quarantaine, au moment où il avait été atteint par le Covid lui-même, et il nous avait dit que ça allait bien. Également quand on a pu interviewer le prince à sa sortie de quarantaine, ça c'était un moment fort. Alors je retiens Jean-Luc Biamonti, Patrice Pastor, Stéphane Valéry ou encore Charles Leclerc et puis la princesse Stéphanie. Mais j'ai envie de vous dire, ce qui m'a le plus marqué, Émilie, c'était la battle des immeubles. Parce que là, voilà, on a vraiment vu le Monaco que nous connaissons, mais que le monde extérieur ne connaît pas très bien, parce que ce n'est pas comme ça qu'on voit Monaco d'habitude. Et là, on a vu ce Monaco populaire, ce Monaco bienveillant, ce Monaco solidaire. Et c'était un vrai moment de récréation tous les soirs quand les quartiers de Monaco se mettaient au balcon et criaient, faisaient du bruit et faisaient teinter leurs casseroles. Yann-Anthony, vous êtes toujours présent sur Monaco Info. Vous présentez 19h dimanche. C'est un magazine de société, c'est ça hein? Oui, après Monaco face au Covid-19, on avait fait une série d'émissions intitulée La Vigie. Et maintenant, tous les dimanches soirs, on donne rendez-vous à la communauté monégasque pour 19h dimanche. C'est un magazine de grands reportages où on aborde tous les thèmes de société. En fait, ça peut être aussi bien les jeux vidéo, on regarde ce qui se passe à travers le monde et on regarde ce qui se fait à Monaco. Parce que Shibuya Productions, par exemple, avec Cédric Biscay, c'est une toute petite boîte, mais qui rayonne à travers le monde et qui parfois, au nez à la barbe de Sony ou de Microsoft, arrive à décrocher des exclusivités. Donc c'est fantastique. On va s'intéresser, par exemple, à des sujets tels que les aiguillères du ciel et on va donner la parole au contrôleur aérien de l'héliport. Et puis là, par exemple, ce week-end, on s'intéresse au jardin, au magnifique jardin de la Côte d'Azur et aussi au jardin de la Principauté. La Vigie, 19h dimanche, est-ce que vous avez d'autres projets en tête? Alors, on a toujours beaucoup de projets en tête, Émilie. Plus précisément à Monaco, effectivement, on a des projets. Il m'a été demandé, c'est un privilège, de faire un documentaire sur le prince Albert Ier. Alors pas le prince navigateur, pas le prince océanographe, mais je pense plutôt m'intéresser au prince humaniste et à celui qui a
était un véritable observateur, voire un acteur de la vie politique de son temps, parce qu'il tutoyait les plus grands, il parlait avec le président français, il parlait avec le Kaiser allemand, Guillaume II, et il a joué un rôle très important dans la relation franco-allemande juste avant la Première Guerre mondiale. Donc ça, c'est pour le prince Albert Ier. Puis j'aimerais bien faire un documentaire sur le Monaco après Covid, post-Covid, parce qu'on l'a bien vu notamment pour ce JT sur Monaco Info, quand il y a une crise, il faut s'adapter, c'est là qu'on innove. Et bien de manière générale, là, Monaco va devoir s'adapter, va devoir innover. Des milliers de milliards d'euros vont être injectés partout sur la planète. On rentre dans un monde nouveau. Vers quel monde on se dirige? À quoi pourrait ressembler le Monaco dans 10 ans? Le Monaco 2032, il faut s'y atteler tout de suite. On a tout pour réussir à Monaco. Comment on va faire d'un point de vue écologique, d'un point de vue numérique? J'aimerais beaucoup réfléchir à ça et interviewer les différentes forces vives. En attendant, on vous retrouve tous les dimanches à 19h pour 19h dimanche. Merci beaucoup Yann Anthony d'avoir été avec nous. Merci Émilie pour votre accueil. On retrouve Frédéric Elian pour un nouveau point sur l'information et cette belle performance de l'AS Monaco à Saint-Étienne hier soir. Les Monégasques se sont imposés avec la manière 4-0 à Saint-Étienne en ouverture de la 30e journée de Ligue 1. Jovetic ouvre le score à la 13e, puis Tchouaméni, Diop et Diatta rajoutent 3 buts en seconde mi-temps. Avec ce succès, Monaco met la pression sur les équipes devant elle au classement et revient à 1 point du podium avant le duel entre Lyon et le PSG dimanche soir. Cette information pratique à présent à l'approche des fêtes de Pâques. L'amicale des aînés monégasques informe ses adhérents à jour de cotisation qu'ils peuvent retirer les friandises de Pâques et leurs cartes de membres au siège social situé au foyer Régnier 3, 1 avenue de la Quarantaine, le mardi 30 mars de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h. Le port du masque est obligatoire. On termine par la fermeture du bureau de poste de Monaco Herculis. Effectivement, une fermeture temporaire, Émilie, en raison de travaux techniques et informatiques. Il sera fermé du lundi 22 au samedi 27 mars inclus. Durant la fermeture, les objets habituellement mis en instance dans ce bureau seront à retirer au bureau de poste de Monte-Carlo, Palais de la Scala, avenue Henri Dunant. Le bureau de poste de Monaco Herculis rouvrira ses portes le lundi 29 à 8h. Merci Frédéric, on se retrouve tout à l'heure pour les prévisions météo. Il est temps à présent de notre traditionnel rendez-vous du samedi, le coup de cœur de la médiathèque de Monaco. Le choix de ce soir est d'ailleurs dans l'air du temps. Écoutez plutôt Béatrice Novaretti. Marina A, le nouveau roman d'Éric Fotorino, nous interroge au travers de l'art contemporain sur notre humanité et notre rapport aux autres. En 2017, Paul, chirurgien parisien, se rend en Florence en famille pour faire découvrir à sa fille les splendeurs de la Renaissance. En ville, il aperçoit à plusieurs reprises le visage d'une femme sur des affiches. Il ne connaît pas cette femme dont le visage le trouble. Il apprend qu'il s'agit de l'artiste performeuse mondialement connue Marina Abramović. Il décide alors d'aller visiter la rétrospective qui lui est consacrée au Palazzo Grassi. Et là, c'est le choc. Il est totalement bouleversé par tous les gestes et les actes de cet artiste. Marina Abramović pratique le body art et fait de son corps, qu'elle maltraite souvent, son instrument pour nous interpeller. Paul sort de cette exposition profondément transformée et sa vision du monde en sera à jamais changée. Avec la pandémie que nous traversons, Paul repense à certaines performances de Marina qui alertaient sur le lien à l'autre et l'importance de le protéger. Les artistes sont-ils visionnaires? Ce roman m'a plu parce qu'Éric Fotorino met l'art de Marina Abramović en lumière et fait résonner les cris et les messages qu'elle nous envoie. Mais aussi parce que ce roman interroge sur notre société, souvent trop individualiste, et nous invite à repenser le monde à partir de ces 2 petits mots empruntés au philosophe Emmanuel Lévinas, « Après vous ». Et retrouvez le livre d'Éric Fotorino, Marina A, ainsi que d'autres ouvrages à la médiathèque de Monaco. N'hésitez pas à demander conseil. Avant de nous quitter, regardons vos prévisions météo. À quoi peut-on s'attendre pour dimanche, Frédéric ?
Un dimanche bien ensoleillé toute la journée, Émilie, quelques rares nuages dans le ciel et un peu de vent en début d'après-midi. Le thermomètre affichera 4 degrés le matin et 11 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 6h30 pour se coucher à 18h44. Dimanche 21 mars, nous fêterons les Clémences. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir, y compris le week-end. On se quitte en images, toujours avec ce coup d'œil dans le rétroviseur, un an après le début de la pandémie. Ce soir, hommage à la solidarité, à l'unité nationale. Photo signée Manuel Vitali. À demain, dimanche, pour le best-of de la semaine. Belle soirée à tous sur Monaco Info.